Et salut à tous, c'est Indiana Gilles pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo consacrée à l'éditeur Extasio Film et au film auquel j'ai pu participer. Voilà, alors on va un petit peu déborder aussi, parce que vous verrez pourquoi. Mais avant tout, je voudrais faire une petite introduction. Alors voilà, j'avais fait une vidéo sur un unboxing de plusieurs éditions du Chat qui fume. Et c'est un truc que j'ai fait vraiment à l'arrache. Et ça se voit, et ça s'entend parce que j'ai dit énormément, mais énormément de bêtises. Je l'ai au point que j'ai carrément enlevé la vidéo parce que j'en avais honte. Alors elle est sympa, alors peut-être que je la remettrai en mettant des intertitres pour expliquer je dis des bêtises. Je dis une bêtise, n'écoutez pas. Mais j'ai vraiment dit beaucoup de bêtises. Par exemple, j'ai confondu, j'ai dit Ida Galli, l'actrice Ida Galli, au lieu de Alida Valli. Ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. Et je le sais, je connais les deux actrices. Voilà, mais c'est Ida Galli, Alida Valli, Ida Galli. Ce qui est marrant, c'est que Ida Galli, c'est la première interview que j'ai pu sous-titrer chez Le Chat qui fume. Donc je sais pas, et puis je fais beaucoup de western, donc Ida Galli c'est une icône pour moi, hein. Voilà, donc je sais pas pourquoi, j'ai dit Ida Galli au lieu d'Alida Valli, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, j'ai confondu Gianetto De Rossi avec Gianfranco Battaglia, parce que c'est deux costauds, c'est deux, mais ça n'a rien à voir, il y en a un qui fait des effets spéciaux, Killer Crocodile, par exemple c'est lui, et l'autre c'est un opérateur, un caméraman, donc directeur photo aussi, me semble-t-il, Battaglia. Et je sais pas pourquoi j'ai confondu les deux, parce que voilà, ils sont un peu costauds tous les deux, ils sont un peu ouais, comme ça. Et du coup j'ai dit, mais vraiment n'importe quoi, puisqu'ils n'ont absolument rien à voir. Mais alors le pire du pire que j'ai pu faire dans cette vidéo, c'est que j'ai confondu deux films de Merli qui sont chez deux éditeurs différents en plus, sur lesquels j'ai travaillé à peu près en même temps, mais franchement c'était lamentable. J'ai confondu Un flic explosif, donc qui est sorti chez Artus Film, et la peur règne sur la ville, c'est ça? La peur règne sur la ville. Enfin, bon bref, vous voyez, déjà les titres, je les mélange. J'ai dit que c'était il était parti à la campagne, et tout. Non, ça c'est Un flic explosif. C'est Un flic explosif. Bon. Alors, je m'excuse, on reparlera un petit peu de ça. Ça prouve que, des fois, oui, c'est bien d'improviser, c'est bien de faire des trucs sur le tas, mais ça peut faire aussi sacrément n'importe quoi. Bon, c'était rigolo, hein, mais voilà, j'ai un peu honte, alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo quand même plus travaillée, parce que c'est vrai que, voilà, je me suis dit, ouais, je vais faire des vidéos, voilà, comme ça, non. On peut pas faire ça tout le temps à l'arrache. Donc cette fois-ci, vous allez voir, je vais retravailler au montage certaines choses pour que ce soit plus agréable aussi. Et puis si jamais je dis des bêtises, je pourrais les couper. Et ça, c'est quand même bien, hein. Allez, on va partir donc sur Extasio Film. Alors voilà, moi, Extasio Film, c'est mon premier travail professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ami, Vincent, m'a dit que Christophe, donc qui possède Ecstasy, donc il cherchait quelqu'un pour lui sous-titrer un commentaire audio et quelques scènes de film. Alors moi, je faisais ça en amateur, pas le commentaire audio, mais le sous-titrage des films italiens. Donc je dis, ah ouais, ça serait chouette et tout, hein. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce film-ci, Torso de Martino. Alors là, on a le DVD, et là, on a le Blu-ray. On va les ouvrir après. J'ai donc été engagé pour deux choses, le commentaire audio, et je devais... en fait, comme il y avait un Blu-ray américain, il y avait déjà des sous-titres français dessus. Sauf que c'était sur la version... le montage américain qu'il y avait ces sous-titres. Et donc, il y avait des scènes en moins. Donc moi, j'étais censé juste timecoder les sous-titres sur la version italienne et je devais compléter les sous-titres sur les scènes manquantes. Sauf que je me suis très vite aperçu que les sous-titres n'étaient pas du tout faits pour la version italienne. Le texte n'avait parfois rien à voir. On avait des scènes avec...
Je me rappelle, il y avait des jeunes à un moment qui marchent, et sur la version italienne, ils devaient parler, je sais pas, de filles, tandis que sur la version américaine, c'était de baseball, enfin voilà, un truc comme ça. Mais même les dialogues n'avaient pas grand-chose à voir, ou c'était la même idée, mais c'était pas dit de la même façon, pas au même endroit. Donc en fait, j'ai dit, bah non, Christophe, je peux pas, ça marche pas, il faut tout refaire. Donc il m'a dit, ah bah vas-y, refais tout. Il m'a dit, refais tout, il n'y a pas de souci. Donc j'ai re-sous-titré tout le film, parce qu'on a les sous-titres pour la version américaine, du coup, complétés par les scènes en plus là que j'ai sous-titrées, et la version italienne avec d'autres sous-titres. Et ça, c'était bien, parce que beaucoup d'éditions d'avant mettaient des sous-titres pour toutes les langues, sauf que les versions italiennes et anglaises ont rarement vraiment... c'est très rare que le texte soit vraiment identique, et souvent il y a des sacrées différences. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je conseille toujours pour les films italiens, allez, à 99% des fois, de regarder la version italienne et pas la version anglaise. Parce que la version anglaise, c'est le brouillon. Je vais vous expliquer, ceux qui me suivent connaissent déjà ça. Alors en fait, les Italiens, en général, tournaient les films sans aucun son, ou alors avec une prise de son témoin. Alors comme ces films avaient souvent, voire tout le temps, une vocation internationale, ils essayaient de tourner ça en anglais. Pourquoi ils tournaient ça en anglais alors qu'il n'y avait pas de son, qu'ils auraient pu tous tourner dans leur langue, ce qui arrivait aussi, hein, souvent. Mais en fait, c'est parce que les Américains détestent. En fait, ils détestent le doublage. Mais c'est entre guillemets, ça. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas ils n'aiment pas qu'on importe des trucs, devoir les doubler, etc. Donc, ils veulent que tout soit clé en main. Et puis vous connaissez les Américains, il faut que tout soit en anglais. Voilà, c'est... Bref, je vais pas déborder là-dessus. Je crois aux États-Unis. Mais donc il fallait que la labiale corresponde pour que soi-disant on ne voit pas qu'il y a un doublage. Bon, alors le doublage on le voyait, et puis surtout on l'entendait, parce que c'était pas toujours terrible. Ces doublages étaient faits en général en Italie directement par des acteurs anglophones qui habitaient là-bas. Sur le tournage, ils essayaient de tourner en anglais. Mais bon, il y a beaucoup d'acteurs italiens, français, etc. Ils parlaient très très mal anglais, mais pas que très mal dans l'accent. Ça, c'était pas grave. Mais ils parlaient très mal aussi, les mots, tout ça. Les dialogues anglais, c'était pas trop ça. D'ailleurs, finalement, ils s'en foutaient un peu sur le tournage. Ils disaient, bon, bah, tourne à peu près en anglais, après... Au doublage anglais, ils arrangeaient à peu près selon la labiale. Enfin, des fois, ils disent non, mais il y avait un mec vraiment américain qui était là. Il disait non, mais ça veut absolument rien dire en anglais, il faut changer, blablabla. Donc finalement, tout ça, ça servait pas à grand chose, à mon avis. Ils auraient pu tourner chacun dans leur langue, ou faire carrément tout en italien, s'il y avait que des Italiens. Et après, bah, ils auraient fait un doublage classique. Et puis voilà, les Américains, ils auraient bien fini par l'accepter, quoi. Enfin bon, bref. Donc c'était comme ça que ça se passait. Le texte n'est pas bon à la base, il est un peu fait à l'arrache. Les réalisateurs italiens ne parlaient pas très souvent l'anglais, donc en fait ils ne suivaient pas le doublage vraiment anglophone. Ils disaient bon, confiez ça à une équipe anglophone, ils disaient bon ben voilà, vous vous basez à peu près sur le son témoin, sur le script, et puis vous me faites une version vite fait, mal fait. Un peu comme ce que j'avais fait comme vidéo là, la dernière fois. Et c'est pour ça qu'on a en général des versions anglaises pas terribles, avec un texte un peu pauvre, etc. Par contre, le réalisateur italien, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au doublage italien. J'appelle pas ça une post-synchro, puisque c'était pas tourné en italien en général. Il y a eu beaucoup d'italiens aussi, attention, mais bon, je dis ça en général. Et là, il choisissait déjà les voix qu'il voulait, en accord avec le directeur artistique qui lui disait, bon, tel acteur, ça serait bien, blablabla. Mais des fois, c'est eux qui disaient, non, moi je veux tel acteur pour ça, parce que je veux qu'il ait cet accent. Voilà, par exemple, vous avez Damiano Damiani qui était très pointilleux avec les voix qu'il choisissait. D'autres faisaient un petit peu plus confiance. Et après, quand ils étaient au doublage, qu'est-ce qui se passait? Ben, ils se disaient, bon alors là c'est complètement nul ce qu'on a fait durant le tournage, où l'acteur était à chier, hein, ça leur arrivait d'être comme ça, d'être méchant. Sergio Leone a dit ça un peu sur Coburn, par exemple, il a dit, là, quand il est allé au doublage français, il a dit, là, Coburn, il était pas bon, alors nous allons améliorer son jeu, tu vois, enfin voilà. C'était comme ça. Donc en fait, au doublage, il disait, nous allons changer ça. Il trouvait d'autres astuces, d'autres blagues. Il disait, oh non, attends, ça serait pas mal. Et il faisait la version originale. Voilà, ce qu'on appelle la version originale.
italienne. Pourquoi version originale alors que c'est du doublage? Parce que c'est la première version du film, la vraie version du film, celle que le réalisateur désire vraiment faire. C'est son director's cut version son, quoi, voilà. Ora è il turno di Thomas Millian nel ruolo principale. Mentre gli spezzoni del film passano sullo schermo, Thomas Millian recita le sue battute, che ha rielaborato ancora una volta insieme a Corbucci. Io non so che ho inventato gli spaghetti, ma certo per un paraculo. Donc, à partir de ce director's cut version son, normalement, on faisait tous les autres doublages pour l'exportation, à part l'anglais. Donc l'anglais, malheureusement, c'était la version généralement la plus nulle. C'est ça qui est triste. C'était à peu près tourné en anglais, mais c'était la version à éviter. Voilà, c'était le brouillon. Voilà. Une longue introduction pour un truc ecstasy. Je vous avais dit que j'allais déborder. Mais c'était intéressant, n'est-ce pas? Alors, donc, sur Torso, on a la version originale italienne et on a la version anglaise. Malheureusement, et ça c'est vraiment triste, il n'y a pas de version française. Mais c'est pas la faute d'Ecstasy, c'est que le film n'est pas sorti en France, apparemment. Jamais. Alors que c'est un grand classique. Vraiment, c'est un grand classique, ça a inspiré Halloween, Vendredi 13, enfin, c'est peut-être le premier slasher, quoi. Enfin, avec la baie sanglante, et encore, là, il y a carrément le masque et tout. Regardez, ça, c'est l'édition DVD, donc il y avait un fourreau. Alors moi, je jette souvent les fourreaux, mais pas quand c'est différent, parce que j'aime pas trop les... Ça fait pas la même chose sur les étagères, ça me gonfle. Ça, c'est sympa aussi. Hop. Et si je... Voilà, regardez l'intérieur. Il y a une... en fait, la couverture est double. Voilà, ça c'est le DVD. Et là, nous avons le Blu-ray. Le Blu-ray. Donc pareil, vous allez voir. Hop. Vous voyez, donc c'était la même que sur le DVD. Donc bah, moi, j'ai préféré mettre ça sur le Blu-ray. Les slots sur le DVD. Alors, on continue un petit peu avec cette édition. Après, on passe à autre chose. Alors, il y avait le commentaire audio. Alors, ça a été une souffrance hallucinante pour moi, parce que c'était mon premier travail professionnel. Et commencer par un commentaire audio, surtout de Sergio Martino, c'est chaud patate. Et en plus, moi, j'étais pas un expert de tous ces films-là, donc des fois, il parlait de choses que il fallait que je fasse des recherches, je dis qu'est-ce que c'est, pour pas me tromper. Il parle de tout, il parle de Nicole Kidman, parce qu'il a fait tourner Nicole Kidman en Italie, il parle de Bruce Lee, c'est un super commentaire audio. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait plus assez de commentaires audio dans les éditions, voire qu'il n'y en ait plus, parce que quand on voit un commentaire audio comme ça, c'est un régal. Voilà. C'est une belle édition, très complète. Je me demande s'il ne doit pas ressortir bientôt chez quelqu'un. Peut-être. Voilà, pour les bonus... alors moi j'ai fait le commentaire audio, et c'est tout, parce qu'en fait, les autres bonus, on a un entretien de Jean-François Rogier de la Cinémathèque, et c'est en français, forcément, il est français, il n'allait pas la faire en italien ou en anglais, à moins que c'était pour une édition anglaise, mais non. Et il y a une interview de Martino, et Martino parle français, et il l'a fait en français, parce que ça devait être vraiment, pour cette édition, je pense que l'interview a été faite. Alors, le commentaire audio, voilà, comme c'était très difficile, j'avais un peu de mal et tout, c'était mes débuts, j'avais demandé à ma mère si elle pouvait venir m'aider. Alors, en plus, j'avais un délai un peu court, je crois, et c'était compliqué. Moi, d'habitude, je sous-titrais même pas un film en entier, je sous-titrais que des scènes coupées, des trucs comme ça, et là, j'avais le film à faire, finalement, plus le commentaire audio. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à maman, tu peux m'aider et tout. Elle était venue la journée, et on avait mis beaucoup de temps. Elle était restée le soir, et on n'avait pas fini. Et elle était restée dormir chez moi, je m'en souviens. Et moi, j'avais le petit chat, Lupin, pour Lupin 3, parce que moi, je suis fan de Lupin 3, le personnage Edgar, détective cambrioleur. Et en fait, Lupin, qui d'habitude il se promenait la nuit, ma mère avait dormi sur le canapé lit, et là en fait il y avait le chat qui lui mordillait un peu les pieds, et j'entendais ma mère qui faisait psh, psh. En plus elle était pas très chat, nous on était chiens à la base, moi je suis chien, chat, tous les animaux. Et du coup, elle avait un peu peur de ce pauvre petit Lupin. Mon Lupin qui était trop beau, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années.
Il avait un sale caractère, mais il était gentil. Il fallait pas l'embêter. Voilà. À l'époque, je lisais Les Années laser. J'avais l'habitude, après je les jetais parce que voilà, au début je gardais, puis après je dis non mais je vais pas garder tous ces magazines, ça me sert à rien, puis j'avais les fascicules annuels, ça me suffisait. J'avais l'habitude donc de découper les articles des éditions auxquelles j'avais participé, donc ça c'était ma première, hein, j'étais tout fier. Donc voilà, alors les Blu-ray ils mettaient pas des notes avec des chiffres, ils mettaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 7 sur 10. Voilà, un 7 sur 10 pour ce torso. Voilà, il détaillait tout évidemment. Notre avis, cette œuvre inédite en France, voilà, c'est quand même assez fou. Tire le meilleur parti de l'anatomie fort engageante d'essais comédiens. Oui, c'est vrai que on envoie des nichons, des jolis nichons, présentés dans des conditions accès optimales. Elle ne pourra que satisfaire les amateurs de giallo, genre cinématographique indissociable de l'Italie. Bon, c'est plus un slasher qu'un giallo, honnêtement. Voilà, c'est un mélange des deux. Voilà pour Torso. Allez, on passe au suivant. Le deuxième travail que j'ai fait chez Ecstasy. Qui l'a vu mourir? Alors là, un super film. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment un giallo d'exception du réalisateur Aldo Lado qui malheureusement nous a quittés il y a peu. Très bon réalisateur qui lui aussi parle français, enfin parlait puisqu'il n'est plus là. Mais là dans l'interview c'est moi qui l'ai faite et il parlait italien. Il parle un petit peu français d'ailleurs à un moment si je me souviens bien. Interview passionnante, c'était la première fois que je le sous-titrais, hein. Évidemment c'était mon deuxième sous-titrage. Nous avions quoi avec ce film-là? Nous avions... Ah oui, Nicoletta Elmi. Alors Nicoletta Elmi, qui c'est? Ben, vous le savez, c'est la petite fille, la rouquine qu'on peut voir dans plusieurs films un peu... de peur italien, alors qu'elle déteste les films d'horreur, enfin la peur quoi. On la voit dans La Baie Sanglante, c'est une des petites filles, on la voit dans Les Deux Sœurs de Roberto Malenotti, La Baie Sanglante de Mario Bava, on la voit dans Baron Vampire encore de Mario Bava, c'est Gretchen la petite fille. Beaucoup plus tard elle a joué dans Démon de Lamberto Bava, donc elle est passée du père au fils. Et moi, attendez, j'aimerais vous parler d'un autre rôle, un de ses plus beaux. Voilà, ça c'est sorti par contre chez Le Chat qui fume. Là on va un petit peu déborder, donc voilà, ça c'est pas Ecstasy. Les Orme. C'est un film de Luigi Bazzoni, qui est un réalisateur pas assez connu, qui a pas fait assez de films, mais qui est vraiment que je vous conseille. C'était un super... Quoi, bip bip. Et le coyote, il fait quoi? Désolé. Voilà, donc les Ormes. Regardez, je l'ai pas ouvert, mais c'est parce que je l'ai vu, tout ça. Allez, vous savez quoi? On va l'ouvrir. Ça fera un petit hamburger. Hey! Qu'est-ce qui se passe dans la rue? On va l'ouvrir, ça va enlever le reflet. Et puis comme ça, je vais avoir l'occasion de le revoir. Voilà, super film avec la petite. On la voit sans doute là. Voilà, vous voyez, elle est là. C'est elle, Nicoletta Olm. Et la Bolcan aussi. Hein. La Bolcan, très célèbre. D'ailleurs, un bel entretien. Alors, les Ormes de Bazzoni, qui a une ambiance extraordinaire, je trouve. Vraiment, si vous ne l'avez pas, s'il est encore dispo, si vous le trouvez, c'est vraiment un film à avoir. Une ambiance d'exception, mais il était très très bon, ce Bazzoni. Pas assez connu. Voilà, donc ça, c'est les Ormes chez Le Chat qui fume, où j'avais sous-titré... justement, j'avais fait les sous-titres, peut-être la deuxième interview de Ida Galli. Voilà, et je ne sais pas si elle en a fait beaucoup, parce que la première que j'ai faite, c'était sa première interview depuis... voilà, il l'avait retrouvé depuis des années. Et là, c'est ça... Je me demande, c'est pas la seconde qu'elle est faite. Ah oui, oh là là, 1h15 d'interview avec Vittorio Storaro. Storaro qui est très connu, il a gagné des Oscars pour, alors j'espère que je vais pas dire une bêtise, sinon il faudra que je le coupe, pour Le Dernier Empereur par exemple, voilà. Un très 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 grand directeur de la photographie. C'était un ami de Luigi Bazzoni, c'est pour ça qu'il a souvent participé à ses films, même quand Bazzoni était toujours un peu en bas de l'échelle, on va dire, artistique, tandis que Storaro était un géant. Donc c'était vraiment une bande, lui, Franco Nero, il explique ça dans cette interview, passionnante, mais 1h15, qu'est-ce que j'avais morflé. En plus des fois, il était très compliqué à traduire, parce qu'il était zen et en même temps, il disait plein de choses. Extraordinaire, vraiment, les Ormes, apprendre, si c'est toujours disponible, si ça ne l'est pas, essayez de le trouver en occasion, ou on va espérer que ça ressorte. Un film extraordinaire de Bazzoni, voilà.
Et d'ailleurs, alors ce qui est marrant, hasard complet, c'est qu'au moment où j'ai fait les Ormes, là je déborde, hein, au moment où j'ai fait les Ormes, j'ai fait aussi chez Artus Film, La Possédée du Lac. Regardez cette belle édition, encore une fois, superbe affiche. Et La Possédée du Lac, c'est le premier film de Luigi Bazzoni, et c'est encore un film génial. C'est adapté, il me semble, d'un roman, et l'ambiance est extraordinaire. C'est un film en noir et blanc, alors que c'était à l'époque de la couleur. C'est pas un film qui a eu un gros budget. Mais voilà, le noir et blanc. Il est superbe d'ailleurs, le noir et blanc. Regardez rien que les photos choisies avec la main, c'est génial. Il y a une ambiance d'exception. Vraiment. De très très bons acteurs. Je vais arriver à le sortir. Regardez comme c'est beau. Cette actrice, c'est Virna Lisi, pardon. Très jeune, elle fait une petite apparition. Il me semble que c'est elle, là, sur la photo. J'espère ne pas dire de bêtises. Voilà. Avec le DVD et le Blu-ray, pour ceux qui sont encore au DVD. Très très beau film. Extraordinaire. Je crois qu'il y a une interview du scénariste. Oui, et le scénariste, c'était Giulio Questi. Giulio Questi qui a fait, par exemple, le western Tire encore... non, attends, c'est Tire encore si tu peux, ouais, je crois. Et connu aussi pour La mort à Pont-du-Neuf avec Trintignant, que je n'ai pas vu mais qui paraît est bien mais bizarre. Voilà, parce qu'il a commencé en tant que scénariste. Voilà, très belle édition, très beau film. Je me suis régalé à le sous-titrer et par contre il était inédit, donc c'est en VO sous-titré comme les Ormes et tout ça. Oui, malheureusement, je ne crois pas qu'il soit sorti en France. Décidément, pas beaucoup de versions françaises, hein, pour le moment, voire aucune, puisque on revient à notre Qui l'a vu mourir. Hein, après cet écart Nicolas Elmi et Luigi Bazzonien. Il n'y a pas de VF aussi, parce qu'il n'est pas sorti en France. Et ça encore, c'est incompréhensible. On a eu des gialli tout pourris, vraiment. Et celui-là, qui est peut-être parmi les 10 meilleurs, il est pas sorti officiellement en France. Qui l'a visto morire? Qui l'a vu mourir? Alors regardez, pareil, là, j'aime bien Ecstasy, ce qu'ils font avec les fourreaux, qui sont différents. Là, on a une couverture qui peut être étrange, mais en fait, c'est inspiré des livres, des gialli. Les couvertures étaient comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle un giallo. Un giallo parce que les couvertures étaient jaunes. Ça, les experts le savaient, hein, mais voilà. C'est bien de le répéter. Avec une double jaquette où on voit les affiches italiennes ou espagnoles. On avait aussi dans cette édition un livret, toujours sympa, un livret intéressant que j'ai dû lire à l'époque. Vous voyez, quelques photos. Hop là, j'arrive pas. Voilà, super. Voilà, on avait la critique des années laser. Plutôt bonne. Alors le film, ils lui ont mis que 7 sur 10. Moi, je pense que ça mérite plus. Un petit 8. Images fugitivement granuleuses et moins définies. Elles sont propres, stables, et la compression ne faillit pas malgré l'abondance de scènes dans le brouillard. Et sont en dehors d'une post-synchronisation, sans discrétion. Alors ça m'a toujours fait rire. Ils étaient contre les doublages italiens, en fait, j'ai l'impression. Ils disaient toujours des bêtises par rapport à ça. Bah, oui, c'est doublé, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. C'est même très très bon. Voilà. Ce mono ne souffre d'aucune saturation ou souffle envahissant. Différence notable de volume. Bon, ok. Voilà, note technique 7 sur 10. Mais ça, c'était le DVD. Hein, voilà, c'était un DVD. Et regardez, j'avais aussi découpé ça, mais je ne sais pas de quel magazine j'ai pris ça. J'ai dû le jeter depuis, mais j'avais gardé quand même. Ah ben oui, je sais d'où ça sort. Qui l'a vu mourir? C'était du Mad Movie. Pourquoi je le sais? Pourquoi c'était du Mad Movie? Parce qu'en fait, regardez, l'édition est ressortie chez Mad Movie. Il y a le logo là. Et donc, il y avait le magazine avec. Alors bon, vu que moi, j'avais participé, c'est mes premières éditions professionnelles, je me suis dit, ah bah, je vais le prendre quand même. Puis je crois que j'avais filé à ma mère. J'ai dit, voilà, comme ça, tu auras une version de ce film qu'elle avait bien aimé. D'ailleurs, bon, alors c'est beaucoup plus minimaliste, mais c'est la même édition. Hein. C'est la même édition. Voilà donc pour Qui l'a vu mourir, un giallo extraordinaire qui est sorti en 1972 avec James Bond quand même, hein, Georges Lazenby.
Oui, celui au service secret de Sa Majesté, qui a refusé de continuer James Bond, mais qui a tourné peut-être dans le meilleur épisode, un des meilleurs en tout cas. Si vous ne le connaissez pas, c'est un James Bond génial. Ça fait bizarre de le voir, lui en James Bond, puisqu'il n'est resté qu'une seule fois, mais il est génial. D'ailleurs, moi, à titre personnel, je vous le conseille en VF, parce que c'était pas un super acteur tout simplement, et la VF, en VF il est doublé par Jean-Claude Michel, qui lui donne beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de classe, et qui le fait jouer beaucoup mieux, hein. Surtout qu'à un moment, dans la version originale, il est doublé par un autre acteur, parce qu'à un moment il se grime, et il joue un rôle, il fait l'espion quoi, hein, pour une fois, et je ne sais pas pourquoi, ils ont dit « Ah bah tiens, on va lui changer la voix », et c'est naze. C'est naze, il a pas du tout la même voix, et en plus, c'est pas très bien doublé. Donc, ouais, c'est un film qui, je pense, est meilleur en VF. De toute façon, il est bien, quoi qu'il arrive, il est bien. Il faut le regarder. Regardez-le en VF, regardez-le en VO, et puis voilà, on n'en parle plus, c'est tout. Qui l'a vu mourir? Donc, il y avait de très bons bonus, donc on a dit Aldo Lado, Nicoletta Elmi, mais il y avait aussi un entretien avec Francesco Barilli, qui, je me rappelle, avait beaucoup d'assurance et tout, un peu l'italien, un peu beau, tu vois. Et et un très bon bonus aussi. Après, celui-là, il est un petit peu plus lointain dans ma tête. Donc les 3 bonus, c'est ce que j'avais sous-titré à l'époque, en plus du film, évidemment. Alors, j'ai des regrets sur cette édition, parce que c'est mes débuts, et il y a quand même des boulettes sur les sous-titres. Il me semble qu'à un moment, ça parle de Munich, et j'ai mis Monaco. Parce qu'en italien, on dit Monaco, pour les deux. Sauf que Munich, c'est Monaco di Baviera, et Monaco, c'est plutôt Monte Carlo, on dit. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai dû voir Monaco, et j'ai pas pensé que ça pouvait être à Munich. Après, ça n'a aucune importance hein, dans le film, mais il me semble qu'on m'avait dit ça. Qu'on m'avait dit, à un moment, tu t'es trompé, tu as mis ça. Alors, et puis, il y a autre chose, c'est que je pense que chez Ecstasy, il n'a pas de correcteur. Hein, parce que moi, j'essaye de ne pas faire de fautes. Mais bon, si vous me lisez, vous savez que j'en fais, malheureusement. Je les corrige quand je les vois, etc. Mais, voilà, il me faut un correcteur. Hein. Il faut quelqu'un qui passe derrière moi. Et donc, je crois qu'il y a quelques coquilles. Et il me semble qu'un site l'avait signalé et ça m'avait blessé dans mon orgueil. Mais en fait, pas parce que c'était... Je disais, ils m'ont critiqué moi. Non, j'étais un peu déçu que justement, ça n'avait pas été corrigé. Je disais, bah oui, si on me corrige pas derrière, c'est minable, quoi. Donc, bon. Après, il y a un autre regret, c'est qu'à l'époque, moi, je n'avais pas la technique. On ne m'avait pas expliqué, comme j'étais en fait un amateur encore, hein. Je débutais, j'avais même pas de statut professionnel pour vous dire. Je l'ai eu un petit peu après, c'était plus pour dépanner d'ailleurs. Je sais même pas si j'ai été payé pour vous dire. Parce que voilà, j'ai fait ça pour dépanner et pour rendre service et parce que ça me plaisait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas les techniques, donc mes sous-titres sont parfois trop longs, d'ailleurs dans le torso c'est pareil, j'avais tendance à vouloir tout sous-titrer, donc des fois il bégaye, je vais bégayer, je vais redire le truc. Normalement il faut pas faire ça, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit agréable, il faut qu'il y ait une limite de 40 caractères en général par ligne, voilà, il y a des petites règles qui n'ont pas été respectées, et il y a aussi le fameux, la fameuse ligne qui doit essayer de ne pas couper le plan. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça déborde de très très peu sur un plan. Et ça, moi je mettais le son début fin et je ne cherchais pas à comprendre si ça dépassait et tout ça. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Alors, chez le chat, il a été décidé que si ça pouvait déborder, c'est pas grave. Voilà. Alors, moi, je me suis un peu battu avec ça au début, notamment avec mon correcteur Cyril, que je salue et que j'adore. Je lui disais, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'après, j'avais appris tout ça. Je savais qu'il fallait faire comme ça. Et donc j'ai dit, mais non. Et il me disait, pourquoi tu coupes avant? J'ai dit, non, mais c'est normal, c'est la technique. Et il ne voulait pas. Et finalement, c'est le chef, Stéphane, qui a tranché. Il a dit, non, non, c'est bon, on va en faire un. Mais en même temps, moi, ça m'arrange. C'est plus facile hein, que d'à chaque fois découper selon le plan. Donc ça m'arrange. Mais c'est vrai que c'est un genre de truc qui me perturbe un peu. Après, on essaye quand même de couper comme il faut. Hein. Attention, on fait pas comme là. Ça va pas dépasser d'un millième comme ça. Parce que c'est pas très agréable, c'est vrai, de voir ça. Non, c'est intéressant cette vidéo, vous apprenez plein de trucs hein, sur le sous-titrage. Qui le cru? Qui le cru, Lustu cru? Oh la pub. Pardon. En plus, c'est pas bon, Lustu cru. Oh la mauvaise pub. Voilà, on reprend le cours des événements. Donc, voilà, donc tout ça, ça a été décidé chez le chat. Nous, voilà, on respecte un petit peu moins. On met un petit peu plus de 40 caractères aussi. Donc il y a des petites. Parce que c'est pas
c'est pas grave de faire ça. C'est plus des règles qui sont dictées par la télé. La télé va vous dire, voilà, nous, on veut 35 lignes. Donc, voilà, il faut respecter ce qu'on vous demande. Et le chat, lui, allez, on peut dépasser un peu, il n'y a pas de souci. Et tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ça permet des fois d'avoir des sous-titres plus intéressants. C'est pour ça, d'ailleurs, que, je sais pas vous, mais des fois, à la télé, bon, moi, je regarde très très peu la télé, honnêtement, mais vous avez des versions sous-titrées, et des fois, vous avez 2 lignes, et alors que le mec, il a dit 40 trucs, enfin, il s'arrête pas, blablabla, un peu comme moi. Et là, vous dites, ouais, non, il a pas tout sous-titré, là, j'ai l'impression. Il se fout un peu de notre gueule. Mais en fait, c'est pas la faute du traducteur, c'est la faute, en fait, des règles. On lui dit, non, mais là, tu as droit qu'à 35 caractères. 35, c'est très petit. Moi, 40, des fois, c'est chaud, mais alors 35, waouh. Et c'est pour ça qu'on a des films, surtout des films italiens où ça parle très vite, voilà, où on a le minimum. Et c'est pour ça aussi que, souvent, les sous-titres des éditions, quand c'est pas les mêmes, c'est mieux. J'ai d'ailleurs un exemple récent à propos de ça, sur un film qui est sorti chez Artus Film, le coffret Damiano Damiani. Il y a un film qui s'appelle Comment tuer un juge. Et moi j'avais une version HD TV, non TV, pas HD, enfin on s'en fout. Et il y avait les sous-titres, et alors les Damiani, c'est hyper bavard. C'est-à-dire, même quand ça parle pas, ça parle, on dirait. C'est très très dur, très très long. C'est peut-être celui-là, il est peut-être un peu trop bavard d'ailleurs. C'est chaud. Je pense que la concentration pour regarder ce film, pour un Français, avec les sous-titres, ça va être comme ça. Ah la vache, attends. Attends, je reviens en arrière. C'est vraiment compliqué. En plus, c'est un film complexe. Et en fait, la version française, les sous-titres français de la version de la télé, c'était vraiment le strict minimum, quoi. Et en fait, c'était blablabla, et mettez ça. En plus, il y avait pas mal d'erreurs, je me rappelle. Comme quoi, je ne suis pas le seul à faire des boulettes. Ça me rassure. Ouf. Non, mais après, c'était vachement dur. Hein. Je pense que même les Italiens, ils comprennent pas tout. Pour vous dire. Tout a été refait. C'est pas du tout les sous-titres de la télé. Et souvent, voilà, les sous-titres de la télé et les sous-titres des éditions ne sont pas du tout pareils. Et en général, les éditions permettent d'avoir plus de liberté. Et donc, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, qui l'a vu mourir? Donc, voilà, quelques regrets, comme j'ai dit. Mais il est ressorti chez Frénésie, avec qui j'ai travaillé un petit peu aussi. Moi, cette édition, je n'y ai pas participé. En tout cas, directement, je n'y ai pas participé. Donc, je me la suis achetée avec mes propres deniers. Regardez, c'est pas mal aussi, avec un fourreau différent, donc. Bon, moi, j'aime moins la jaquette Blu-ray, hein. Honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère le choix, celui-ci. Mais bon, après, elle est bien quand même, hein. Et là, nous avons, donc... Voilà. Hop, avec... Donc, le côté Giallo, toujours respecté, ça, c'est bien. Et la jaquette, la même que le fourreau, donc moi j'ai mis dans l'autre sens, évidemment. Ça reprend mes bonus, enfin mes bonus, les bonus que j'ai sous-titrés. Je pense qu'ils ont corrigé 2-3 trucs sur les sous-titres, parce que comme je vous ai dit, il y a des choses que je ne respectais pas. Vraiment, ouais, voilà, peut-être qu'il y avait des fautes. Ils ont dû corriger ça. Et je sais que les sous-titres du film ont été aussi améliorés. À savoir que moi, avant que ça ne sorte, je me suis fait ma propre version HD, parce qu'il était sorti chez Arrow, il me semble, et j'avais repris mes sous-titres, et c'est là que je me suis rendu compte, oh là là, d'ailleurs j'ai pas vu Monaco, Munich, donc je me demande si c'est sur ce film, et ça devait être sur un bonus, je pense. Et en fait, j'avais tout redécoupé, nickel, j'avais corrigé quelques trucs, et je m'étais rendu compte, voilà, il y avait une petite coquille ici, hein. Quand j'ai su que Frénésie le sortait, je leur ai dit, voilà, c'est moi qui ai fait les sous-titres, bah, ils me connaissaient, hein. J'ai dit, voilà, j'ai refait les sous-titres parce que ceux de l'époque étaient pas forcément au top du top, et je leur ai envoyé. Alors, je ne sais pas s'ils se sont servis des miens, mais ils m'ont dit qu'ils étaient justement en train de corriger certaines choses, donc peut-être que c'est mes sous-titres, ça doit être mes sous-titres en général, mais un petit peu modifiés, et je suppose que cette édition, voilà, balaye tous les défauts de la première version. En plus, j'ai failli oublier, il y avait un truc très bizarre sur cette édition SD, donc DVD, parce qu'il était qu'en DVD chez Ecstasy, c'est que à la fin, il y avait une petite scène qui était coupée. Et oui, mais c'était pas Ecstasy qui avait fait ça, c'était le master qui était proposé en SD, qui était coupé. La version italienne était coupée à cet endroit-là. Et pourtant,
comme j'avais accès au script, au dialogue du tournage, etc., je voyais que la scène existait bel et bien en italien. Alors il y avait des versions qui circulaient à l'étranger où il y avait la scène, mais en anglais uniquement. Et le dialogue, d'ailleurs, était différent. Voilà, encore une fois, un truc que j'ai dit pour Torso se révèle ici. Le texte n'avait pas grand-chose à voir, même si c'était, allez, peut-être la même idée, mais c'était pas tout à fait la même chose. Donc là, ça a été, sur le Master HD, j'avais constaté, sur l'édition Arrow, tout ça, que c'était de retour, et qu'il y avait la version italienne, enfin. Elle était de retour, parce que je crois qu'elle était introuvable depuis des années, au niveau de ce passage. Et c'était bien. En plus, on sentait qu'il y avait une coupe, c'était un peu bizarre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je ne sais pas pourquoi ça a disparu. C'est les mystères des montages italiens. Il y en a eu plein de trucs comme ça. Voilà, alors donc c'est ressorti chez Frenesi. Il y a le petit logo de Ecstasy, vous voyez en bas, parce que c'est en collaboration. Donc comme je l'ai dit, on a tous mes bonus d'époque, la bande-annonce restaurée, et en plus, exclusif à cette édition, on a... le Giallo en singulier, c'est un bonus avec Olivier Père qui parle de la carrière et du film de ce réalisateur extraordinaire, Aldo Lado, réalisateur qui a fait des très bons films, malheureusement qui nous a quittés, donc comme je l'ai dit, à noter que Aldo Lado a eu une place de choix chez Le Chat qui fume, puisqu'ils ont sorti également Je suis vivant, un très très bon, c'est un semi-giallo un peu fantastique, enfin il y a du psychologique, c'est très bien. C'est une édition à laquelle je n'ai pas participé, hein, c'est pas grave, hein, il faut quand même, c'est très bien. C'était une période peut-être que je ne travaillais pas avec Le Chat à ce moment-là, parce qu'il y a un moment où il y a eu une coupure, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Puis après, oui, après je suis revenu et j'ai pu arrêter. I'm back. Et une autre édition à laquelle je n'ai pas participé, La Bête tue de sang-froid, avec Enrico Maria Salerno. C'est la voix italienne de Clint Eastwood dans les Sergio Leone, donc c'est la vraie voix de Clint Eastwood. Hein, parce que si vous ne connaissez pas l'anecdote, en vérité Clint Eastwood, avant les Leone, il ne jouait pas comme ça. C'est Enrico Maria Salerno et Sergio Leone qui ont trouvé qu'il était tellement nonchalant et tout qu'il devait le faire parler comme il parle aujourd'hui dans ses films. Donc en fait, Clint Eastwood s'est inspiré pour son jeu du doublage italien original, donc la version originale des Sergio Leone. Et ça c'est incroyable, c'est un super acteur, beaucoup de doublage, une voix incroyable, un réalisateur également, voilà. Et La Bête tue de sang-froid, alors moi le seul truc que je regrette sur cette édition c'est le titre, parce que le film est sorti sous ce titre-là, La Bête tue de sang-froid, mais en vérité il était ressorti en DVD d'ailleurs avec le bon titre. J'aurais préféré qu'il garde ce titre-là, parce que c'est le titre original et puis parce que c'est logique. Et pourquoi c'est plus logique? Parce qu'en fait, quand il a été distribué, deux titres ont été inversés. La Bête tue de sang-froid, c'était censé être le titre d'un autre film, un film avec Klaus Kinski, qui s'appelle effectivement La Bête tue de sang-froid en italien, qui s'appelle donc La Bestia uccide a sangue freddo, voilà. Et en français, le film s'appelle La Clinique sanglante, voilà. Donc c'est un peu dommage, moi j'aurais profité de l'édition pour laisser le bon titre, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Alors c'est deux films qui ne datent pas de la même période en plus, hein, mais peut-être qu'en France c'est sorti à peu près en même temps. Alors c'est un film avec Masha Merrill aussi, qui est terrifiante dedans, hein. Masha Merrill qui a eu sa période italienne, hein, Les Frissons de l'angoisse par exemple, et là dedans elle est flippante à mort. C'est un film quand même très malsain, mais on peut dire c'est pas vraiment un revenge movie, parce que on va dire, la partie revenge elle est plutôt finale, on va dire, voilà. Mais c'est un film qui ne vous laisse pas de marbre. Voilà pour Aldo Lado. À savoir aussi qu'il y a un livre qui est carrément sorti chez Le Chat qui fume, avec tout un entretien sur la carrière du réalisateur, etc. Allez, on va enchaîner, sinon on n'est pas couché, hein, comme on dit, même si là je suis en plein après-midi. On va enchaîner, alors je ne sais plus si c'est celui-là que j'avais fait après qu'il a dû mourir, mais voilà, on va aller assez vite avec ce Francesca, qui est un film que vous pouvez trouver sur le site d'Ecstasy à 4 €, je crois, donc ça vaut le coup. Alors c'est un giallo qui n'existe qu'en italien, mais la version italienne est très particulière. C'est pas un film d'époque, c'est un film récent.
C'est réalisé par un Argentin, malgré son nom très italien, Luciano Onetti. Et Luciano Onetti est très fan de tout ce qui est giallo, etc. Et en 2015, il a donc réalisé ce film qui est un véritable hommage au gialli. Rien que la jaquette, voilà, on reconnaît un peu des détails d'autres films du genre. Et il est tellement fan qu'au lieu de le réaliser en anglais, avec des acteurs anglais, ou en argentin, eh ben en fait, il a réalisé le film avec des argentins, mais il les a fait parler, il les a fait doubler, pardon, par la suite, en italien, mais pas par des Italiens. Alors ça fait... Peut-être que ceux qui voient ça, qui ne parlent pas italien, ils s'en rendent pas trop compte, mais alors pour moi, c'est très dur. C'est très dur parce que c'est comme si vous aviez des Français qui doublaient un film italien en faisant semblant d'être des Italiens et qui ont un accent Buongiorno, come sta? Sta bene? Tu vois, ça le ferait pas du tout. À savoir que c'est arrivé en Italie, petite anecdote, sur un animé. Pour économiser, ils ont dit bon, on va faire les doublages directement en Belgique ou en France avec des acteurs qui parlent italien. Allez, on va les faire parler. Sauf qu'ils parlent italien avec un accent français, donc c'est très bizarre. Vous voyez une version italienne avec des mecs qui parlent. Voilà, c'est. Che cos'è? Una balena di 50 milioni di anni fa? On reprend Francesca. Alors, certes, ça c'est bizarre, il n'y a pas de DF. Là, ça aurait mérité un vrai doublage, puisque ça aurait pu sauver pour moi ça. Mais après, voilà, il y a un petit côté amateur, un petit côté fauché, qui fait qu'on voit que c'est pas un film d'époque et tout, mais c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'inventivité dans ce film. C'est un bel hommage au giallo. Et il y a une ambiance hyper malsaine. Hein. D'ailleurs, ça commence avec un dialogue tiré de L'Enfer de Dante. Voilà, toujours cette collection chouette. 1 franc 50, vous avez vu, c'est même en francs. Alors, il aurait dû mettre des lires, hein, puisque c'est un livre, un giallo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a une double couverture. Les deux affiches. C'est toujours sympa d'avoir des doubles couvertures. Alors, ça apporte des frais supplémentaires et les temps... Comme les œufs sont durs, comme dirait le philosophe Ken le survivant. Et la bêtise n'a pas de limite. Donc voilà, des fois c'est pour ça que ça y est plus. Hein. C'est compliqué le marché physique, même si ça marche encore, ça marche, faut pas croire. Au début, l'Enfer de Dante, je me rappelle, je dis oulala, je comprenais rien de ce qu'il disait. Et après je dis bon, c'est l'Enfer de Dante. Et l'Enfer de Dante, c'est même pas vraiment de l'italien, ou c'est de l'italien à l'ancienne. Donc ce que j'étais allé faire, je me souviens, pour l'anecdote, j'étais allé chercher la traduction officielle de ces passages, pas par fainéantise, hein, mais pour que ça respecte vraiment le texte de Dante comme on l'avait en français, voilà. Et c'était pas facile. J'avais découpé également voilà, les années laser. Qu'est-ce qu'ils en avaient pensé? 7 sur 10, hein, voilà, comme qu'il a vu mourir. Alors, c'est mieux qu'il a vu mourir. Hein. Véritable hommage aux heures glorieuses du giallo. Image, un piqué de choix. Alors, c'est en DVD, hein, il n'est pas sorti en Blu-ray, mais honnêtement, ça n'aurait pas grand intérêt en Blu-ray parce que l'image est un peu à la found footage, un peu caméscope. Donc, le DVD, c'est très bien. 4 € sur le site d'Ecstasy. Allez-y, moi je vous le conseille, à ce prix-là, ça vaut largement le coup.